François Mitterrand, l'homme aux deux visages, qui a incarné la gauche française pendant un quart de siècle. Un sphinx dont le règne de 14 ans reste le plus long de la Ve République. Dès où nous regardez-vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela nous fait toujours très plaisir. Et pour nous soutenir gratuitement, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Derrière le président socialiste, architecte de l'abolition de la peine de mort et bâtisseur de l'Europe, se cache une autre histoire. Celle un jeune homme aux amitiés extrême droite, un fonctionnaire de Vichy décoré par Pétain, un stratège politique implacable et un monarque républicain protégeant farouchement ses secrets. Ce film explore l'itinéraire complexe de François Mitterrand, un homme qui, toute sa vie, a semblé être à la fois son propre héros et son propre adversaire. François Maurice Adrien Marie Mitterrand naît le 26 octobre 1916 à Jarnac, en Charente, dans une France encore enlisée dans la Première Guerre mondiale. Il est le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Sa famille appartient à la bourgeoisie catholique et provinciale, conservatrice, mais non dépourvue d'une certaine ouverture d'esprit. Son père, Joseph Mitterrand, d'abord agent d'une compagnie de chemin de fer, reprendra plus tard la direction de la vinaigrerie familiale, assurant une aisance financière confortable au foyer. Sa mère, Yvonne Lorrain, est une femme pieuse, cultivée et dévouée à l'éducation de ses enfants. Le jeune François grandit dans une atmosphère où la foi catholique, l'amour de la littérature et le respect des traditions structurent le quotidien. Il est un enfant rêveur, solitaire, déjà passionné par les livres, qui deviendront ses compagnons les plus fidèles tout au long de son existence. Il dévore les classiques, de Chateaubriand à Barrès, et développe une prose élégante et ciselée qui deviendra l'une de ses marques de fabrique. Son éducation, d'abord à Jarnac puis au collège Saint-Paul d'Angoulême, est imprégnée de cet humanisme classique et de ce catholicisme social qui marqueront profondément sa pensée, même lorsque son parcours politique l'en éloignera en apparence. Dès son plus jeune âge, il manifeste une intelligence vive, une mémoire prodigieuse et un caractère introverti, presque secret, qui détonne au sein de sa famille. Il observe plus qu'il ne participe, analyse les dynamiques familiales et sociales avec une acuité précoce, forgeant déjà cette capacité à la dissimulation et à la stratégie qui caractérisera plus tard l'homme politique. Son rapport à la nature, notamment au paysage de la Charente, est également fondateur. Il aime les longues promenades solitaires, le contact avec la terre, un attachement viscéral à la France des terroirs qui nourrira son discours et son image tout au long de sa carrière. Cette jeunesse provinciale, et loin de l'agitation parisienne, ancre en lui une forme de lenteur calculée, une méfiance envers les emballements passagers et une conscience aiguë du temps long, celui de l'histoire. En 1934, il quitte le cocon familial pour Paris, afin de poursuivre ses études à la faculté de droit et à l'école libre des sciences politiques. C'est le choc de la capitale, la découverte d'un monde intellectuel et politique bouillonnant, dans une France en pleine crise économique, sociale et politique, tiraillée entre les sirènes du Front populaire et la montée des ligues d'extrême droite. Le jeune Mitterrand, fidèle à son éducation et à ses convictions de l'époque, se positionne résolument à droite. Il milite au sein des Volontaires nationaux, le mouvement de jeunesse des Croix de Feu du colonel de la Roque, une organisation nationaliste et anticommuniste. D'après des témoignages, il aurait participé à des manifestations contre ce qu'il nomme l'invasion des Métèques, notamment en février 1935. Il fréquente les cercles étudiants nationalistes, se lie d'amitié avec des figures qui deviendront plus tard des piliers de la droite dure ou de la collaboration, comme Jean-Marie Bouvier ou Gabriel Jantet. Il écrit dans des revues étudiantes conservatrices, comme l'Écho de Paris, où ses articles reflètent un patriotisme intransigeant et une méfiance envers le parlementarisme. Cette période est souvent présentée comme une erreur de jeunesse, une simple adhésion aux idées dominantes de son milieu social et de sa génération. Pourtant, ses amitiés et ses engagements dessinent les contours d'une pensée complexe, où l'attachement à l'ordre, à la nation et à une certaine idée de la grandeur française coexiste avec une ambition personnelle déjà palpable,
C'est à cette époque qu'il noue des relations qui traverseront les décennies et les clivages politiques, démontrant une fidélité en amitié qui deviendra l'une de ses caractéristiques les plus commentées et les plus controversées. Il est alors loin, très loin, de l'homme qui incarnera l'union de la gauche 40 ans plus tard. Sa vision du monde est celle d'un jeune bourgeois de droite, inquiet de la décadence supposée de la France, hostile au communisme et au socialisme, et séduit par les figures autoritaires qui semblent alors offrir une alternative au désordre républicain. Il vit une romance avec Marie-Louise Terrasse, la future Catherine Langeais, une relation qui montre une autre facette de sa personnalité, celle d'un séducteur lettré et romantique. Mais la politique n'est jamais loin. Il observe avec attention la montée des périls en Europe, l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, la guerre d'Espagne. Son service militaire, qu'il effectue dans l'infanterie coloniale, le confronte à une autre réalité de la France, celle de son empire et de ses soldats. Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, il est mobilisé comme sergent-chef. Cette première partie de sa vie, souvent éclipsée par la suite de sa carrière, est pourtant essentielle pour comprendre la suite. Elle révèle un homme pétri de contradictions, capable de naviguer dans des cercles idéologiquement opposés, déjà maître dans l'art de brouiller les pistes. Les graines de ces futures ambiguïtés sont semées là, dans cette France des années 30, où les destins basculent et où les choix d'un jeune homme de 20 ans dessinent en filigrane le portrait d'un futur monarque républicain. L'héritage de Jarnac, fait de tradition, de secrets et d'un profond enracinement provincial, ne le quittera jamais, même au sommet du pouvoir. Cette matrice originelle, mélange de catholicisme, de littérature et de nationalisme, constitue le socle sur lequel se construiront, par strates successives et parfois contradictoires, les multiples vies de François Mitterrand. Il n'est pas encore le Florentin ou le Sphinx, mais il en possède déjà l'instinct de survie, l'intelligence tactique et cette distance intérieure qui lui permettra de traverser les épreuves les plus terribles sans jamais se livrer entièrement. La Seconde Guerre mondiale constitue le creuset où le jeune François Mitterrand va se forger et où vont naître les plus grandes controverses de son existence. Mobilisé en 1939, il est gravement blessé par un éclat d'obus le 14 juin 1940, près de Verdun, et fait prisonnier. C'est le début d'une période de captivité de 18 mois dans un stalag en Allemagne. Cette expérience est fondatrice. Loin des siens, confronté à la promiscuité, à la faim et à l'incertitude, il développe une endurance et une force de caractère remarquables. Il organise des cercles de discussion, donne des cours à ses camarades et surtout, il n'a qu'une obsession, s'évader. Après 2 tentatives infructueuses, il réussit sa 3e évasion en décembre 1941 et parvient à regagner la France, désormais coupée en 2 par la ligne de démarcation. Son retour ne le conduit pas immédiatement dans les rangs de la résistance gaulliste à Londres, ni dans les maquis naissants. Il choisit une autre voie, celle qui entra son image des décennies plus tard. Il se rend à Vichy, la nouvelle capitale de l'État français, dirigée par le maréchal Pétain. Engagé comme contractuel au sein du régime, il travaille d'abord à la Légion française des combattants, une organisation pétainiste, puis au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre. C'est dans ce cadre qu'il déploie une activité intense et ambiguë. Officiellement, il est un fonctionnaire loyal du nouveau régime. Il côtoie des figures de la collaboration, renoue avec certaines de ses amitiés d'avant-guerre et semble s'accommoder de l'idéologie de la Révolution nationale. Au printemps 1943, il reçoit des mains du maréchal Pétain en personne la Francisque, la plus haute décoration du régime de Vichy, un fait qui ne sera révélé que bien des années plus tard et qui provoquera un scandale retentissant. Pour ses détracteurs, cette période est la preuve d'un engagement idéologique profond à l'extrême droite, d'une compromission avec un régime antisémite et collaborationniste. Pour ses défenseurs, et selon la version que Mitterrand lui-même a toujours soutenue, son passage à Vichy n'était qu'une couverture. Il aurait utilisé ses fonctions officielles pour mettre en place un réseau d'information et d'entraide pour les prisonniers de guerre évadés
qui constituera le noyau de son propre mouvement de résistance, le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, MNPGD. Selon cette lecture, il aurait pratiqué un double jeu subtil, utilisant les ressources de Vichy pour construire une force qui, à terme, se retournerait contre l'occupant et le régime. La vérité historique est probablement plus complexe, située dans les zones grises de cette époque troublée. Il est avéré que Mitterrand a mené une double activité. D'un côté, il est un fonctionnaire zélé d'un régime autoritaire. De l'autre, il noue des contacts avec des figures de la résistance, comme Michel Caillot, le neveu du général de Gaulle, ou le socialiste Pierre-Henri Teitgen. Il voyage, rassemble des informations, unifie plusieurs réseaux de prisonniers. Son charisme et ses capacités d'organisation sont déjà évidents. Il prend des risques, sait se montrer audacieux et prudent à la fois. Le basculement définitif intervient à la fin de l'année 1943. Menacé d'arrestation par la Gestapo, il passe dans la clandestinité et rejoint Londres, puis Alger, où siègent les instances de la France libre. Sa rencontre avec le général de Gaulle est glaciale. Le chef de la France libre se méfie de cet jeune homme ambitieux venu de Vichy, qui ne cache pas sa volonté de conserver l'autonomie de son mouvement de résistance. De Gaulle voit en lui un rival potentiel, un représentant de cette résistance de l'intérieur, qui conteste parfois son autorité. Mitterrand, de son côté, est peu impressionné par le caractère autoritaire du général. C'est le début d'une longue histoire d'antagonisme et de respect mêlé qui structurera la vie politique française pendant près de 50 ans. De retour en France, il participe activement à la libération. Sous le nom de code Morland, il dirige son réseau, fusionne plusieurs mouvements pour donner naissance au mouvement unifié de la résistance, MEUR, et est présent à Paris lors de l'insurrection d'août 1944. Il est nommé secrétaire général aux prisonniers de guerre dans le gouvernement provisoire. La guerre a transformé François Mitterrand. Elle l'a fait passer de la droite nationaliste à un engagement républicain, même si les contours de son positionnement politique restent flous. Elle a surtout révélé sa nature profonde, un stratège hors pair, capable de naviguer en eau trouble, de maintenir des liens dans des camps opposés, de dissimuler ses véritables intentions derrière un masque de froideur et de détermination. Cette période de double jeu, de Vichy à la résistance, est la clé de voûte du mystère Mitterrand. Elle explique à la fois la fascination et la répulsion qui l'inspirera. Elle est la source des accusations de trahison qui le poursuivront, mais aussi le fondement de sa légende d'homme providentiel, capable de rassembler des forces contraires pour atteindre ses objectifs. Pour comprendre l'homme du 10 mai 1981, il faut revenir à ces années sombres où, entre l'ombre et la lumière, il a appris les règles du jeu politique le plus impitoyable, celui de la survie, de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Il a appris que la loyauté est une notion relative, que les alliances se font et se défont au gré des circonstances, et que la maîtrise du secret est l'arme la plus puissante. Cette leçon, apprise dans la clandestinité et les couloirs de Vichy, ne le quittera plus jamais. Il en fera un système de gouvernement et un art de vivre. La guerre a été son véritable baptême du feu, non seulement militaire, mais surtout politique. Elle a effacé le jeune bourgeois de province pour donner naissance à un animal politique redoutable, un homme prêt à tout pour inscrire son nom dans l'histoire de France. Au sortir de la guerre, François Mitterrand, auréolé de sa légitimité de résistant, se lance avec une ambition dévorante dans l'arène politique de la 4e République. Ce régime parlementaire, marqué par son instabilité chronique et ses jeux de coalitions incessants, devient le terrain de jeu idéal pour un homme de son talent. Il apprend vite les codes de ce système, l'art de la négociation en coulisses, l'importance des réseaux et la cruauté des retournements d'alliances. En 1946, il est élu député de la Nièvre, un département rural du centre de la France qui deviendra son fief électoral et auquel il restera fidèle jusqu'à son élection à la présidence. Il n'est alors affilié à aucun grand parti. Il se présente sous l'étiquette d'un petit mouvement de centre-gauche,
l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, un rassemblement hétéroclite d'anciens résistants non communistes. Ce positionnement centriste, presque insaisissable, lui offre une liberté de manœuvre considérable. Il n'est l'homme d'aucun appareil, ce qui lui permet de participer à de multiples combinaisons gouvernementales. Son ascension est fulgurante. À seulement 30 ans, en 1947, il devient le plus jeune ministre de France en prenant le portefeuille des anciens combattants. Commence alors une carrière ministérielle d'une longévité exceptionnelle sous ce régime. Il sera 11 fois ministre en 12 ans. Il occupe des postes variés et souvent stratégiques. Ministre de la France d'Outre-mer, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux. Cette expérience gouvernementale intense lui permet de se familiariser avec tous les rouages de l'État. Il se révèle être un administrateur compétent, un travailleur acharné et un excellent débatteur à l'Assemblée nationale. C'est à cette époque qu'il se forge une réputation d'homme politique habile, mais aussi d'opportuniste. Ses adversaires lui reprochent sa capacité à changer de cap, à s'adapter aux majorités du moment pour se maintenir au pouvoir. Il participe à des gouvernements de centre-droit comme de centre-gauche, donnant l'impression de n'avoir d'autre boussole que sa propre carrière. En tant que ministre de la France d'Outre-mer, il est confronté aux premières secousses de la décolonisation. Sa politique est alors celle de son époque. Il défend l'Union française, une tentative de réformer l'empire colonial sans lui accorder l'indépendance, et n'hésite pas à réprimer certains mouvements nationalistes. En tant que garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie, son action est particulièrement controversée. Il couvre une politique de répression sévère, incluant, selon certaines sources, le recours à la torture et l'approbation de nombreuses condamnations à mort prononcées par les tribunaux militaires. Il affirmera plus tard n'avoir fait qu'appliquer les lois d'une époque tragique, mais cette période restera l'une des tâches les plus sombres de son parcours, en contradiction flagrante avec son image de futur abolitionniste de la peine de mort. C'est également sous la 4e République qu'éclate l'un des scandales les plus marquants de sa carrière, l'affaire de l'Observatoire. En octobre 1959, alors qu'il est devenu l'un des opposants les plus virulents au général de Gaulle, revenu au pouvoir un an plus tôt, François Mitterrand affirme avoir échappé de justesse à un attentat à la mitraillette près de l'Observatoire de Paris. La presse s'empare de l'affaire, le présentant comme une victime de la haine politique. Cependant, l'enquête révèle rapidement une toute autre histoire. L'attentat était en réalité une mise en scène, orchestrée avec son accord par un ancien député d'extrême droite, Robert Pesquet, qui souhaitait se faire bien voir de lui. L'objectif était de redorer le blason de Mitterrand, terni par son opposition à De Gaulle, et de le poser en martyr de la République. Le scandale est immense. Mitterrand est inculpé pour outrage à magistrat, pour avoir menti aux enquêteurs. Sa carrière politique semble anéantie. Il est ridiculisé, traîné dans la boue, et beaucoup prédisent sa fin politique. L'affaire de l'Observatoire révèle une facette inquiétante de sa personnalité. Une propension à la manipulation et au mensonge pour servir ses ambitions. Elle montre un homme prêt à prendre des risques insensés, à flirter avec des personnages troubles et à instrumentaliser l'opinion publique. Cet épisode le marquera durablement, le convainquant de la nécessité d'une méfiance absolue envers la presse et ses adversaires. Mais, contre toute attente, il surmontera cette épreuve. C'est le début de ce que l'on appellera sa longue traversée du désert. Isolé, discrédité, il va pourtant, avec une patience et une ténacité hors du commun, entamer la reconstruction de son image et de sa carrière. La 4e République a été pour lui une école de la complexité et du cynisme politique. Il y a appris que le pouvoir ne se donne pas, mais se conquiert, et que tous les moyens sont bons pour y parvenir. Il y a tissé un réseau d'amitié et de fidélité qui lui seront précieuses par la suite. Il y a aussi laissé l'image d'un homme insaisissable, un caméléon capable de s'adapter à toutes les situations. Un homme dont les convictions semblent parfois s'effacer derrière une ambition sans limite. Cette période, souvent vue comme une simple préparation à son duel avec De Gaulle, est en réalité bien plus que cela. C'est le moment où François Mitterrand devient un professionnel de la politique,
Un maître tacticien qui, même au plus bas, n'a jamais cessé de croire en son destin national. La chute de la 4e République et son remplacement par la 5e, une république taillée sur mesure pour son grand rival, De Gaulle, va paradoxalement lui offrir le rôle de sa vie, celui de l'opposant principal. L'arrivée au pouvoir du général De Gaulle en mai 1958 et l'instauration de la 5e République marquent pour François Mitterrand le début d'une longue et aride période d'opposition. Le nouveau régime, avec son exécutif fort et son président élu au suffrage universel, à partir de 1962, est tout ce qu'il déteste. Il y voit un coup d'État permanent, titre de l'essai virulent qu'il publie en 1964, dans lequel il dénonce la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme et l'affaiblissement du Parlement. Pour Mitterrand, qui a prospéré dans le jeu parlementaire de la 4e République, ce nouveau système est une négation de la démocratie. Discrédité par l'affaire de l'Observatoire, marginalisé politiquement, il entame alors ce qui restera comme sa traversée du désert. Il n'est plus ministre, son petit parti, l'UDSR, pèse peu sur la scène nationale, et la gauche, qu'il n'a pas encore rejointe, est profondément divisée et affaiblie. Le Parti communiste est puissant mais isolé, et la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, dirigée par Guy Mollet, est en plein désarroi après avoir soutenu le retour de De Gaulle. C'est dans ce contexte difficile que Mitterrand va faire preuve d'une résilience et d'un sens stratégique exceptionnel. Il comprend avant beaucoup d'autres que la nouvelle Constitution, qu'il combat avec acharnement, offre paradoxalement une opportunité unique. L'élection présidentielle au suffrage universel direct. Celui qui parviendra à unir toute l'opposition derrière son nom pourra affronter le général de Gaulle et, peut-être, le vaincre. C'est à cet objectif qu'il va consacrer toute son énergie. Il commence par se reconstruire une base. Il conserve son mandat de député de la Nièvre, puis devient maire de Château-Chinon et sénateur, s'ancrant solidement dans un territoire. Il cultive ses réseaux, voyage à l'étranger pour se donner une stature internationale et écrit beaucoup, polissant son image d'intellectuel et d'homme d'État en réserve. Son principal défi est de rassembler une gauche éclatée qui se méfie de son passé centriste et de son ambition personnelle. Il entame un lent et patient travail de rapprochement. Il crée de petits clubs de réflexion, comme la Convention des institutions républicaines, CIR, pour attirer des intellectuels, des hauts fonctionnaires et des militants de gauche non encartés. Le tournant a lieu en 1965. À la surprise générale, alors que la gauche est incapable de désigner un candidat unique pour la première élection présidentielle au suffrage universel direct, François Mitterrand se déclare candidat. Il parvient à obtenir le soutien de toute la gauche non communiste, de la SFIO aux radicaux, et même, à la surprise générale, celui du Parti communiste, qui préfère soutenir un candidat unique plutôt que de présenter le sien, certain de perdre. Sa campagne est une réussite. Il se révèle être un orateur talentueux, capable de tenir tête aux héros de la France libre. Pour la première fois, De Gaulle est mis en difficulté. Mitterrand le contraint à un second tour, un ballottage, ce qui est considéré comme un camouflet pour le général. Même s'il est largement battu au second tour, avec 44,8% des voix, Mitterrand a réussi son pari. Il est devenu le chef incontesté de l'opposition, le seul capable de rassembler toute la gauche sur son nom. Cet exploit change son statut. Il n'est plus le politicien discrédité de la 4e République, mais l'homme qui a fait vaciller De Gaulle. Il va capitaliser sur ce succès pour poursuivre son entreprise d'unification. Il crée la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS, qui regroupe la SFIO, les radicaux et sa propre convention. C'est la première étape concrète vers la reconstruction d'un grand parti de gauche non communiste. Les événements de mai 68 le prennent de court. Il tente de récupérer politiquement le mouvement de contestation étudiante et ouvrière, mais sa manœuvre est maladroite. Lors d'une conférence de presse, il se déclare prêt à assumer le pouvoir, ce qui est perçu comme une tentative de coup de force. Cette précipitation se retourne contre lui. De Gaulle reprend la main,
dissout l'Assemblée et les élections législatives qui suivent sont un triomphe pour le parti gaulliste. La gauche est balayée et Mitterrand lui-même perd son siège de député. C'est un retour à la case départ, une nouvelle humiliation. Une fois de plus, sa carrière semble terminée. Mais, encore une fois, il va rebondir. Le départ du général de Gaulle en 1969, après l'échec de son référendum, ouvre une nouvelle ère. Mitterrand, qui a retrouvé un siège de député, comprend que la clé du pouvoir réside désormais dans la prise de contrôle d'un parti puissant et rénové. Son regard se tourne vers le vieux parti socialiste, la SFIO, qui, conscient de son déclin, a entamé un processus de refondation. La traversée du désert a été pour François Mitterrand une épreuve initiatique. Il y a appris la patience, l'humilité forcée et l'art de transformer les défaites en victoires futures. Il a compris que pour conquérir le pouvoir dans la Ve République, il fallait incarner une alternative crédible et unie. C'est durant ces années de solitude et de combat qu'il a opéré sa mue idéologique, passant du centrisme pragmatique à un socialisme assumé, seule idéologie capable, selon lui, de fédérer les forces de progrès face au bloc gaulliste. Il a compris que son destin personnel était désormais indissociable de celui de la gauche française et qu'il devait en devenir le leader incontesté pour espérer, un jour, atteindre le sommet de l'État. Le chemin serait encore long, mais les fondations de la future victoire étaient nées posées. Au début des années 70, la gauche française est un champ de ruines. Traumatisée par l'échec de mai 68 et la déroute électorale qui a suivi, elle est orpheline du général de Gaulle, son adversaire fédérateur, et cherche désespérément un nouveau souffle. Le vieux parti socialiste, la SFIO, est exsangue. C'est dans ce contexte que François Mitterrand va réaliser le coup de maître de sa carrière politique. La conquête de ce parti pour en faire une machine de guerre électorale à son service. L'opportunité se présente en juin 1971, lors du congrès d'Épinay-sur-Seine. Ce congrès a pour but d'unifier les différentes chapelles socialistes et de donner naissance à un nouveau parti socialiste, PS. Mitterrand n'est alors qu'un invité, à la tête de sa modeste convention des institutions républicaines. Il n'est pas le favori. La direction sortante, menée par Alain Savary et soutenue par l'ancien leader Guy Mollet, a préparé le congrès et pense en garder le contrôle. Mais Mitterrand a négocié en secret avec les puissants courants de gauche du parti, notamment celui de Jean-Pierre Chevènement, le CRS, et les fédérations du Nord et des Bouches-du-Rhône, dirigées respectivement par Pierre Mauroy et Gaston Defferre. Dans un discours resté célèbre, il expose sa stratégie avec une clarté redoutable. Il plaide pour un parti qui assume sans complexe l'alliance avec le Parti communiste, non pas pour se soumettre à lui, mais pour le concurrencer sur son propre terrain et, à terme, lui ravir l'hégémonie à gauche. Qui veut l'unité de la gauche, lance-t-il, doit vouloir l'accord avec le Parti communiste. Il propose une rupture avec le capitalisme, un discours radical qui séduit les militants. Contre toute attente, sa motion l'emporte. Il est élu premier secrétaire du nouveau Parti socialiste. À 54 ans, cet homme qui n'avait jamais été membre du parti prend les rênes de la principale force de la gauche non communiste. C'est un tournant majeur. Dès sa prise de fonction, il s'attelle à son grand projet, l'union de la gauche. Il met en pratique la stratégie annoncée à Épinay et entame des négociations avec le Parti communiste de Georges Marchais et les radicaux de gauche de Robert Fall. Ces discussions sont longues et difficiles. Le Parti communiste est alors la première force électorale de la gauche, et il se méfie de ce socialiste au passé trouble. Mais Mitterrand sait se montrer à la fois ferme sur les principes et souple sur les modalités. Le 27 juin 1972, l'accord est signé. Le programme commun de gouvernement est né. C'est un document de plus de 100 pages qui propose une transformation radicale de la société française. Nationalisation massive dans les secteurs clés de l'économie, banques, assurances, industrie, augmentation significative du SMIC et des aides sociales,
réduction du temps de travail, renforcement des libertés publiques. Pour la première fois depuis le Front populaire de 1936, toute la gauche part unie à la conquête du pouvoir sur la base d'un projet de rupture. La signature du programme commun est un événement considérable. Elle redonne espoir à des millions d'électeurs de gauche et met fin à des décennies de division. Pour Mitterrand, c'est une double victoire. Stratégiquement, il a réussi à sortir le PCF de son isolement, mais en le plaçant dans une position de partenaire minoritaire, le PS étant désormais le pivot de l'alliance. Électoralement, la dynamique est enclenchée. Le Parti socialiste, sous sa direction, connaît une croissance spectaculaire. Les adhésions affluent, les succès électoraux s'enchaînent lors des élections locales. Mitterrand a réussi à faire du PS une machine puissante, organisée et tournée vers la conquête du pouvoir. Il s'entoure d'une nouvelle génération de leaders socialistes qui lui seront dévoués. Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Michel Rocard. Il gère le parti d'une main de fer, sachant jouer des rivalités internes pour mieux asseoir son autorité. Il impose une ligne à la fois radicale dans le discours et pragmatique dans la pratique. Il sait parler aux ouvriers comme aux intellectuels, aux classes moyennes comme aux fonctionnaires. Il incarne une nouvelle synthèse, une forme de socialisme républicain qui rassure tout en promettant le changement. Cette période est celle de la construction méthodique de son image de présidentiable. Il peaufine ses discours, travaille sa posture, contrôle sa communication. Il devient le visage de l'alternative, l'opposant principal au président de droite, Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing. Il théorise sa stratégie dans ses écrits, notamment dans La Rose au point, le nouvel emblème du PS, où il définit son projet socialiste pour la France. Cependant, cette union n'est pas un long fleuve tranquille. Les tensions avec le Parti communiste sont permanentes. Georges Marchais et les siens craignent de se faire plumer par les socialistes et ne cessent de rappeler leur orthodoxie marxiste-léniniste. Mitterrand, de son côté, doit constamment rassurer son allié tout en menant sa stratégie de rééquilibrage des forces à gauche. Il sait que l'alliance est fragile, mais il est convaincu qu'elle est la seule voie possible vers l'Élysée. La conquête du PS et la réalisation de l'union de la gauche sont sans doute l'œuvre politique la plus remarquable de François Mitterrand. Parti de presque rien, il a réussi en quelques années à refonder une famille politique, à inverser un rapport de force historique avec le communisme et à créer les conditions d'une alternance politique. Il a démontré un sens tactique, une patience et une détermination qui forcent l'admiration, même de ses plus farouches adversaires. Le tacticien de la 4e République est devenu le grand stratège de la 5e. L'homme des combinaisons d'appareils est devenu le leader d'un grand mouvement populaire. Le chemin vers le pouvoir est désormais balisé. Il ne reste plus qu'à remporter la bataille finale, l'élection présidentielle. Fort de l'union de la gauche et d'un parti socialiste en pleine ascension, François Mitterrand aborde l'élection présidentielle de 1974 avec un optimisme certain. Le décès brutal du président Georges Pompidou a provoqué une élection anticipée et pris la droite au dépourvu. Mitterrand, candidat unique de la gauche, fait figure de favori. Sa campagne est dynamique, moderne et porte l'espoir d'un changement profond incarné par le programme commun. Il parcourt la France, mobilise des foules considérables et domine le premier tour, arrivant en tête avec plus de 43% des voix. La victoire semble à portée de main. Son adversaire au second tour est Valéry Giscard d'Estaing, un jeune ministre des Finances brillant et ambitieux qui a réussi à écarter le candidat gaulliste, Jacques Chaban-Delmas. Le duel final est d'une intensité rare. Le débat télévisé entre les deux hommes reste un moment d'anthologie. Mitterrand, plus âgé, tente d'incarner la sagesse et l'expérience, tandis que Giscard d'Estaing joue la carte de la modernité et du renouveau. C'est lors de ce débat que Giscard lance sa phrase assassine. « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. » Cette petite phrase blesse Mitterrand et marque les esprits.
Le soir du 19 mai 1974, le verdict tombe. François Mitterrand est battu de justesse. Moins de 425 000 voix le séparent de son adversaire. C'est la défaite la plus courte de l'histoire de la Ve République. Pour Mitterrand et pour le peuple de gauche, la déception est immense. Il a frôlé la victoire, touché du doigt son rêve, avant de le voir s'évanouir. Cet échec est une épreuve terrible. Beaucoup pensent que sa chance est passée, qu'il ne se relèvera pas. Lui-même est profondément affecté, mais il ne le montre pas. En public, il affiche une dignité et une hauteur de vue qui forcent le respect. Il reconnaît sa défaite et appelle ses partisans à respecter le verdict des urnes. Mais en privé, il analyse les raisons de l'échec et prépare déjà sa revanche. Il sait que le temps joue pour lui. La défaite de 1974, loin de l'abattre, va le renforcer. Elle le convainc que sa stratégie est la bonne, mais qu'il doit encore la parfaire. Il doit achever le rééquilibrage au sein de la gauche et prouver qu'il peut être un homme de gouvernement crédible, capable de rassurer au-delà de son propre camp. Les années qui suivent sont marquées par la montée des tensions au sein de l'Union de la gauche. Le Parti communiste, inquiet de la progression constante du PS qui le dépasse, désormais en influence, se montre de plus en plus critique. Les communistes accusent les socialistes de vouloir édulcorer le programme commun et de préparer un virage à droite. Les querelles sur l'actualisation du programme, notamment sur le nombre d'entreprises à nationaliser, deviennent de plus en plus vives. François Mitterrand, de son côté, refuse de céder aux exigences du PCF. Il sent que l'opinion publique a évolué et que la société française n'est plus prête à accepter un programme de rupture aussi radical qu'en 1972. Il cherche à rassurer, à donner des gages de réalisme économique tout en maintenant un discours de gauche. Ce jeu d'équilibriste devient intenable. La rupture est consommée en septembre 1977. Après une nuit de négociations infructueuses, Georges Marchais annonce l'échec des discussions sur l'actualisation du programme commun. L'Union de la gauche vole en éclats. La responsabilité de la rupture est âprement débattue. Pour les communistes, Mitterrand a trahi l'esprit de l'Union en refusant les nationalisations. Pour les socialistes, le PCF a délibérément saboté l'alliance, de peur d'une victoire de la gauche qui aurait profité principalement au PS. Quoi qu'il en soit, les conséquences sont désastreuses. Aux élections législatives de mars 1978, la gauche désunie, qui était donnée grande gagnante quelques mois plus tôt, est battue. C'est une nouvelle déception, peut-être encore plus cruelle que celle de 1974, car la victoire semblait acquise. Cette défaite provoque une crise profonde au sein du Parti socialiste. Une partie du parti, menée par Michel Rocard, conteste ouvertement la stratégie de François Mitterrand. Rocard, représentant de la deuxième gauche, plus réformiste et autogestionnaire, prône une ligne plus modérée et critique l'archaïsme du programme de Mitterrand. Lors du congrès de Metz en 1979, l'affrontement est violent. Mitterrand, grâce à sa maîtrise de l'appareil et à son alliance avec le courant de Jean-Pierre Chevènement, parvient à mettre Rocard en minorité et à conserver le contrôle du parti. Il sort victorieux de cette épreuve de force interne, mais le parti est divisé. C'est dans ce contexte difficile, avec une gauche éclatée et un parti socialiste traversé par les doutes, que François Mitterrand prépare l'échéance de 1981. Il semble plus isolé que jamais. Pourtant, il continue d'y croire. Il peaufine son programme, qu'il intitule « 110 propositions pour la France », un projet qui reprend les grandes lignes du programme commun, mais de manière plus pragmatique. Il lance sa campagne sur le thème de la force tranquille, une formule trouvée par le publicitaire Jacques Séguéla. L'affiche, le montrant avec un clocher de village en arrière-plan, vise à rassurer, à incarner une France éternelle et paisible. Il bénéficie d'un contexte favorable. Le septennat de Valéry Giscard, d'Estaing, s'achève sur un bilan économique morose, marqué par la crise et la montée du chômage. La droite,
de son côté, est profondément divisé par la rivalité entre le président sortant et son Premier ministre, Jacques Chirac. Patient, déterminé, François Mitterrand a su attendre son heure. Il a transformé la défaite de 1974 en leçon. Il a survécu à la rupture de l'union de la gauche et aux contestations internes. Il a compris que pour gagner, il devait désormais incarner non plus seulement le leader de la gauche, mais le rassembleur de tous les Français aspirant au changement. Sa longue marche vers le pouvoir touche à sa fin. Le 10 mai 1981, peu après 20 heures, un visage apparaît sur les écrans de télévision. C'est celui de François Mitterrand. Pour la première fois sous la Ve République, un homme de gauche est élu président. Une immense clameur de joie déferle sur la place de la Bastille à Paris et dans toute la France. Pour des millions de personnes, c'est l'aboutissement d'une longue attente, la promesse d'un changement radical de vie et de société. L'arrivée de la gauche au pouvoir, après 23 ans d'opposition, déclenche une période d'euphorie et d'effervescence que l'on appellera l'état de grâce. François Mitterrand s'installe à l'Élysée avec la volonté d'appliquer rapidement son programme, les 110 propositions pour la France. Il nomme Pierre Mauroy, Premier ministre, à la tête d'un gouvernement qui, après des élections législatives triomphales pour le PS, inclut pour la première fois depuis 34 ans des ministres communistes. Le nouveau pouvoir engage un train de réforme à un rythme effréné. C'est une véritable rupture avec les politiques menées jusqu'alors. Sur le plan social, les mesures sont spectaculaires. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, et les allocations familiales sont fortement augmentées. La semaine de travail est réduite à 39 heures. Une 5e semaine de congés payés est instaurée et l'âge de la retraite est abaissé à 60 ans. Ces mesures visent à améliorer immédiatement le quotidien des Français les plus modestes et à relancer la consommation pour combattre la crise économique. Sur le plan des libertés, les réformes sont tout aussi symboliques et profondes. La plus marquante est l'abolition de la peine de mort, défendue avec une éloquence inoubliable par le garde des Sceaux, Robert Badinter. Malgré une opinion publique majoritairement hostile, François Mitterrand assume ce choix, qu'il considère comme un impératif moral. C'est l'un des actes fondateurs de son septennat, celui qui restera le plus attaché à son nom. D'autres lois emblématiques suivent, la libéralisation de l'audiovisuel qui met fin au monopole d'État, la dépénalisation de l'homosexualité, les lois de décentralisation qui donnent plus de pouvoir aux régions et aux communes. Le gouvernement s'attaque également aux structures de l'économie, conformément à ses engagements. Un vaste programme de nationalisation est lancé. 39 banques, 2 compagnies financières et 11 grands groupes industriels, comme CGE, Saint-Gobain, Thomson, passent sous le contrôle de l'État. L'objectif est de doter la France d'un outil industriel puissant pour affronter la concurrence mondiale et mener une politique de reconquête du marché intérieur. Culturellement, le nouveau pouvoir insuffle également un vent de changement. Jack Lang, ministre de la Culture, voit son budget doubler et lance une politique audacieuse de démocratisation culturelle avec la création de la Fête de la musique et le lancement des grands travaux présidentiels qui transformeront le paysage de Paris, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Grande Arche de la Défense. Cependant, cet état de grâce ne dure pas. La politique de relance économique, menée à contre-courant de ses principaux partenaires internationaux, les États-Unis de Reagan et le Royaume-Uni de Thatcher, qui ont choisi la rigueur et le néolibéralisme, se heurte rapidement au mur des réalités. La consommation augmente, mais elle profite surtout aux produits importés, ce qui creuse un déficit commercial abyssal. L'inflation s'envole, atteignant près de 14%. La fuite des capitaux s'accélère et le franc subit 3 dévaluations en moins de 2 ans. Au printemps 1983, la France est au bord de la faillite. François Mitterrand est face à un choix cornélien. Soit il poursuit dans la voie de la rupture, ce qui impliquerait de sortir du système monétaire européen, SME, de fermer les frontières et de s'engager dans une forme de protectionnisme.
soit il change radicalement de politique, accepte les contraintes de l'économie de marché et de la construction européenne et impose la rigueur au pays. Plusieurs de ses conseillers, comme Jean-Pierre Chevènement, le poussent à choisir la première option, fidèle aux promesses de 1981. D'autres, comme le Premier ministre Pierre Mauroy et le ministre de l'économie Jacques Delors, plaident pour la seconde, arguant qu'elle est la seule voie raisonnable. Après une longue hésitation, François Mitterrand tranche. En mars 1983, il fait le choix de la rigueur et du maintien dans le système monétaire européen. C'est le tournant de la rigueur. Un nouveau gouvernement est formé, avec Laurent Fabius aux commandes de l'industrie, puis comme Premier ministre. La politique économique change du tout au tout. Blocage des salaires et des prix, réduction des dépenses publiques, hausse des prélèvements. C'est la fin du rêve de changer la vie. Pour une partie du peuple de gauche, et notamment pour les communistes qui quitteront le gouvernement en 1984, c'est une trahison. Pour d'autres, c'est une preuve de pragmatisme et de courage politique. Ce tournant marque la fin de la première partie du septennat et une conversion du socialisme français à l'économie de marché et à la culture de la gestion. François Mitterrand a montré qu'il pouvait être à la fois l'homme de la rupture idéologique et celui du réalisme économique. Il a fait le choix de l'Europe contre l'utopie socialiste. Ce choix, dicté par les circonstances, va durablement modeler la suite de sa présidence et l'avenir de la gauche française. L'homme qui voulait rompre avec le capitalisme en était devenu l'un des gestionnaires. Le stratège avait, une fois de plus, adapté sa tactique aux réalités du pouvoir. Le tournant de la rigueur de 1983 a des conséquences politiques douloureuses pour la gauche. La politique d'austérité, bien que réussissant à maîtriser l'inflation et à restaurer les équilibres extérieurs, est très impopulaire. Le chômage continue d'augmenter de manière inexorable, frappant de plein fouet les bastions industriels traditionnels. Le mécontentement social gronde et la gauche subit une série de défaites cuisantes lors des élections locales et européennes. L'échec du projet de loi Savary sur l'école libre, qui visait à intégrer l'enseignement privé dans un grand service public unifié et laïque, marque un point culminant de cette période. En 1984, le projet provoque une mobilisation massive de ses opposants avec plus d'1 million de manifestants à Paris. Face à cette contestation, François Mitterrand est contraint de retirer son projet. C'est un recul majeur pour son gouvernement et un aveu de faiblesse. Dans ce contexte, les élections législatives de mars 1986 s'annoncent comme une défaite inéluctable pour la majorité présidentielle. Conscient de l'imminence de la défaite, François Mitterrand prépare le terrain pour une situation politique totalement inédite sous la Ve République. Au lieu de démissionner en cas de victoire de l'opposition, comme certains s'y attendaient, il annonce son intention de rester à l'Élysée et de nommer un Premier ministre issu de la nouvelle majorité. Il théorise et impose le concept de cohabitation. Pour justifier cette décision, il se présente comme le garant de la stabilité des institutions, l'arbitre au-dessus des partis, chargé d'assurer la continuité de l'État dans les domaines qui lui sont réservés par la Constitution. La défense et les affaires étrangères sont domaines réservés. C'est un coup de génie tactique. En refusant de se retirer, il transforme une défaite électorale en une nouvelle configuration du pouvoir où il espère conserver un rôle central. Le soir des élections, comme prévu, la coalition de droite RPR-UDF remporte la majorité à l'Assemblée nationale. François Mitterrand nomme alors son principal adversaire, Jacques Chirac, chef du RPR, au poste de Premier ministre. C'est le début de la première cohabitation, une période de 2 ans de duel au sommet de l'État. L'Élysée et Matignon sont désormais occupés par 2 hommes que tout oppose. L'un est un président socialiste, vieillissant et rusé. L'autre est un Premier ministre de droite, énergique et impatient de mettre en œuvre son programme de rupture avec le socialisme. Le face-à-face est permanent, souvent tendu. Chaque mercredi, le Conseil des ministres devient le théâtre de joutes verbales feutrées mais glaciales entre le président et son Premier ministre.
Jacques Chirac lance une politique radicalement opposée à celle menée par la gauche depuis 1981. Vague de privatisation d'entreprises nationalisées, suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, réforme libérale. François Mitterrand, dont les pouvoirs sont réduits, utilise les quelques prérogatives qui lui restent pour freiner ou critiquer l'action du gouvernement. Il refuse de signer certaines ordonnances, obligeant le gouvernement à passer par la voie parlementaire, plus lente. Il utilise ses interventions publiques pour se poser en protecteur des acquis sociaux, menacés par la politique de la droite. Il se transforme en père de la nation, un sage qui observe avec une distance ironique l'agitation du gouvernement. Cette stratégie s'avère payante. Tandis que Jacques Chirac est en première ligne, confronté aux difficultés économiques et à d'importants mouvements sociaux, grève des cheminots, manifestations étudiantes contre la loi Devaquet sur la réforme des universités, François Mitterrand se présidentialise. Il prend de la hauteur, se concentre sur la politique étrangère, où il maintient une continuité avec son prédécesseur, notamment dans la construction de l'axe Paris-Bonn avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Il gagne en popularité, apparaissant comme un rempart contre les excès du libéralisme du gouvernement Chirac. La cohabitation devient une sorte de pièce de théâtre dont il est le metteur en scène. Il excelle dans ce rôle, multipliant les piques et les formules assassines à l'encontre de son Premier ministre, tout en veillant à ne jamais provoquer de crise institutionnelle majeure. Il a compris que cette période difficile pour le pays est une opportunité formidable pour lui en vue de l'élection présidentielle de 1988. Il laisse la droite s'user au pouvoir pendant que lui-même prépare sa réélection. Lorsque la campagne présidentielle de 1988 s'ouvre, François Mitterrand est en position de force. Il se déclare candidat tardivement, se présentant comme l'homme du rassemblement et de la France unie, au-dessus des querelles partisanes. Son slogan « Génération Mitterrand » vise à capter la jeunesse. Face à lui, Jacques Chirac, usé par 2 années d'exercice difficile du pouvoir, et Raymond Barre, qui divise l'électorat de droite. Le soir du premier tour, François Mitterrand arrive largement en tête. Le débat du second tour qui l'oppose à Jacques Chirac est resté célèbre pour sa réplique cinglante. Alors que Chirac l'interpelle en l'appelant « Monsieur Mitterrand », le président le coupe sèchement. « Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Ce soir, je ne suis pas le président de la République. Je ne suis qu'un candidat. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Chirac. » Puis, le regardant droit dans les yeux, il ajoute « Dans les yeux, je vous dis que vous avez tort. » Le 8 mai 1988, François Mitterrand est triomphalement réélu avec plus de 54% des voix. Il a réussi l'exploit de transformer une défaite législative en une victoire personnelle éclatante. La cohabitation, qui aurait pu signer sa fin politique, a été l'instrument de sa résurrection. Il a prouvé, une fois de plus, sa supériorité tactique et sa capacité à retourner les situations les plus compromises à son avantage. Le Florentin a donné une leçon de politique à ses adversaires et s'apprête à entamer son second et dernier septennat. Le second septennat de François Mitterrand, qui s'ouvre en 1988, est bien différent du premier. L'élan de la victoire s'estompe rapidement pour laisser place à une atmosphère de fin de règne, crépusculaire, marquée par les affaires, les révélations sur le passé du président et la maladie qui le ronge. L'ambition réformatrice a cédé le pas à la gestion des affaires courantes et aux grands enjeux internationaux. Nommant Michel Rocard Premier ministre, Mitterrand semble opter pour une ouverture au centre et une politique plus réformiste, mais la relation entre les deux hommes, marquée par une rivalité ancienne, est difficile. Le président se méfie de la popularité de son Premier ministre et entrave souvent son action. Cette période est surtout dominée par les grands bouleversements géopolitiques. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 et l'effondrement du bloc communiste prennent le président français par surprise. Initialement réticent face à la perspective d'une réunification allemande rapide, qu'il craint déstabilisatrice pour l'Europe,
Il finit par y apporter son soutien en échange d'un engagement fort de l'Allemagne en faveur de l'accélération de la construction européenne. C'est dans ce contexte qu'il négocie avec le chancelier Helmut Kohl le traité de Maastricht, signé en 1992. Ce traité, qui crée l'Union européenne et jette les bases de la monnaie unique, l'euro, est le grand œuvre de la fin de sa présidence, son testament politique. Il s'engage personnellement dans la campagne pour le référendum de ratification du traité, qui est approuvé de justesse par les Français, révélant une fracture profonde dans le pays et au sein même de son propre camp. Le président doit également faire face à la première guerre du Golfe en 1991, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Fidèle à ses alliances, il engage les forces françaises aux côtés de la coalition internationale menée par les États-Unis, une décision difficile, qui le coupe d'une partie de la gauche pacifiste. Mais ce sont surtout les affaires intérieures et personnelles qui assombrissent ce second mandat. Une série de scandales politico-financiers, affaire Urbain, affaire du sang contaminé, éclaboussent le Parti socialiste et le pouvoir, alimentant un climat de suspicion et un sentiment de tous pourris dans l'opinion. La présidence de Mitterrand est elle-même touchée par des révélations troublantes. On découvre l'existence d'une cellule antiterroriste à l'Élysée qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, a été utilisée pour mettre sur écoute illégale des journalistes, des avocats, des hommes politiques et même des personnalités comme l'actrice Carole Bouquet. L'affaire des écoutes de l'Élysée révèle une dérive monarchique du pouvoir, une volonté de contrôler où l'information et de surveiller ceux qui sont perçus comme des ennemis. Puis, c'est le passé du président qui ressurgit avec une force dévastatrice. En 1994, la publication du livre « Une jeunesse française » de Pierre Péan révèle en détail l'engagement de jeunesse de François Mitterrand à l'extrême droite et surtout son passé de fonctionnaire à Vichy et son amitié, maintenue jusqu'à la fin, avec René Bousquet, ancien chef de la police de Vichy, responsable de la rafle du Vel d'Hiver. Le scandale est énorme. Le président est contraint de s'expliquer à la télévision. Il reconnaît les faits, mais les minimise, parlant d'erreurs de jeunesse et défendant sa fidélité en amitié. Cette défense maladroite ne convainc qu'à moitié et laisse une trace indélébile sur son image. Le héros de la gauche cachait une part d'ombre que beaucoup de ses partisans découvrent avec stupeur. Parallèlement, le président doit affronter une autre épreuve, plus intime, la maladie. Il est atteint d'un cancer de la prostate depuis son élection en 1981, un fait qu'il a caché aux Français pendant plus de 10 ans, en violation de sa promesse de publier des bulletins de santé réguliers et honnêtes. La maladie progresse et l'affaiblit considérablement à la fin de son mandat. Ses apparitions publiques se font plus rares, son visage est marqué par la souffrance. Enfin, son second septennat est marqué par l'une des pages les plus sombres de la politique étrangère française. Le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La France est alors un soutien de longue date du régime Hutu au pouvoir. Le rôle exact de la France avant, pendant et après le génocide fait l'objet de très vives controverses. On reproche à la présidence Mitterrand d'avoir soutenu un régime qui a préparé et exécuté le génocide et d'avoir tardé à réagir. L'opération militaro-humanitaire turquoise, lancée tardivement, est elle-même ambiguë, certains l'accusant d'avoir permis à des génocidaires de s'enfuir. Ce dossier rwandais reste un point noir, un sujet de débat intense pour les historiens, qui questionnent la responsabilité morale et politique de François Mitterrand et de la France. Le crépuscule du règne est mélancolique. Après une nouvelle défaite de la gauche aux élections législatives de 1993, il doit subir une seconde et dernière cohabitation, cette fois avec Édouard Balladur. Fatigué, malade, contesté, le président semble n'être plus que l'ombre de lui-même. Le sphinx de Jarnac, qui avait si longtemps maîtrisé le temps, le secret et l'image, voit son pouvoir et ses mystères lui échapper un à un, sous le regard d'une opinion publique de plus en plus désenchantée. Les derniers mois de la présidence de François Mitterrand sont ceux d'un homme qui se prépare à quitter la scène, non seulement celle du pouvoir, mais aussi celle de la vie.
Conscient de sa fin prochaine, il orchestre ses adieux avec un sens aigu de la mise en scène et du symbole. Il multiplie les gestes testamentaires, comme son dernier grand discours sur l'Europe au Parlement de Strasbourg, où, la voix brisée par l'émotion et la maladie, il lance un avertissement solennel contre le retour des nationalismes. Le nationalisme, c'est la guerre. Son dernier voyage officiel le mène à Berlin, symbole de cette réconciliation franco-allemande qui a été le fil conducteur de sa politique européenne. En mai 1995, il transmet le pouvoir à son successeur, Jacques Chirac, l'adversaire de toujours, lors d'une cérémonie digne et empreinte de gravité. Libéré de ses fonctions, il se retire de la vie publique. C'est alors que le dernier et le plus grand de ses secrets est révélé au grand public. Le magazine Paris Match publie des photos de François Mitterrand en compagnie d'une jeune femme, Mazarine Pinjot, et de sa mère, Anne Pinjot. La France découvre que son ancien président menait une double vie depuis près de 30 ans. Mazarine est sa fille, née en 1974, dont l'existence avait été scrupuleusement cachée grâce à la complicité d'un cercle de proches et au silence de la presse. Cette révélation, qui aurait été un scandale fracassant dans de nombreuses autres démocraties, est accueillie en France avec une sorte de curiosité bienveillante. Elle achève de dessiner le portrait d'un homme extraordinairement romanesque, capable de cloisonner sa vie avec une rigueur absolue. D'un côté, Danielle Mitterrand, l'épouse officielle, la militante, et leurs 2 fils. De l'autre, Anne Pinjot, la conservatrice de musée, l'amour secret, et leur fille Mazarine. L'homme public, maître des horloges politiques, était aussi un homme privé, maître de ses passions et de ses secrets. Il consacre ses derniers mois à de longues conversations avec le journaliste Georges-Marc Benamou, qui en tirera un livre, Le dernier Mitterrand, et à un dialogue avec l'écrivain et prix Nobel de littérature, Elie Wiesel. Ces ultimes entretiens sont une tentative de laisser sa propre trace, de livrer sa version de l'histoire, de justifier ses choix et ses ambiguïtés. Il y parle de sa jeunesse, de Vichy, de sa foi, de la mort, avec une franchise et une hauteur de vue parfois déconcertante. La maladie progresse rapidement. Son dernier réveillon, il le passe à Latché, sa bergerie dans les Landes, entouré de quelques fidèles. Il y déguste, selon la légende, son dernier repas fastueux, composé d'ortolan, un petit oiseau dont la dégustation est un rituel quasi mystique et désormais interdit. François Mitterrand s'éteint le 8 janvier 1996 dans son appartement parisien. Ses funérailles sont à l'image de sa vie, double et soigneusement orchestrée. Une première cérémonie officielle a lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence de chefs d'État du monde entier. Au premier rang, côte à côte, se tiennent Danielle Mitterrand et ses fils, ainsi qu'Anne Pinjot et Mazarine. L'image est saisissante. Elle réunit en un seul plan les 2 vies de l'homme d'État. Puis, une seconde cérémonie, plus intime, a lieu dans le cimetière de Jarnac, sa ville natale, où il est inhumé dans le caveau familial, retournant à cette terre charentaise qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Quel héritage laisse-t-il ? Il est aussi complexe et contradictoire que le personnage lui-même. Sur le plan politique, il a profondément transformé la gauche française, la faisant accéder au pouvoir et la convertissant à l'économie de marché et à la gestion. Il a laissé des acquis sociaux et sociétaux majeurs, comme l'abolition de la peine de mort, la décentralisation ou la 5e semaine de congés payés. Il a été un acteur central de la construction européenne, engageant irréversiblement la France sur la voie de l'intégration et de la monnaie unique. Il a également laissé une empreinte physique durable sur Paris avec ses grands travaux. Mais son héritage est aussi plus sombre. Il laisse l'image d'un pouvoir parfois monarchique et opaque, flirtant avec l'illégalité comme dans l'affaire des écoutes. Son passé trouble à Vichy, longtemps dissimulé, a jeté une ombre sur son parcours de résistant. Des zones d'ombre persistent sur son rôle dans certains dossiers, comme la tragédie rwandaise. François Mitterrand reste un sphinx. Était-il un grand humaniste qui a fait progresser les libertés, ou un stratège cynique pour qui le pouvoir était la seule fin? Était-il le dernier grand président bâtisseur, ou un monarque républicain aux méthodes troubles? Il était sans doute tout cela à la fois.
Un homme pétri des contradictions du XXe siècle français, capable du meilleur comme du plus discutable. Un personnage littéraire égaré en politique, qui a fait de sa vie un roman dont il a cherché à être le seul auteur, contrôlant jusqu'au bout le récit de sa propre légende. Son histoire continue de fasciner et de diviser, car elle pose une question essentielle. En politique, jusqu'où peut-on aller pour conquérir et conserver le pouvoir ? François Mitterrand fut le produit complexe de l'histoire française, un homme qui a embrassé ses contradictions pour se hisser au sommet. Son règne a transformé la France et la gauche, mais a laissé derrière lui un héritage de lumière et de profondes zones d'ombre. Quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite ? Pour soutenir notre travail, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de la partager autour de vous.